J'avais un couteau à la main et je tremblais. Pas à cause du froid, même si Dieu sait qu'il faisait assez froid pour fendre la pierre là-haut dans ces montagnes. Pas à cause de la peur, même si la peur était là aussi, pesante dans ma poitrine comme une brique trempée dans de l'eau glacée. Je tremblais parce que je savais ce que j'allais faire, et parce que je savais qu'il n'existait aucune version de cette histoire où j'en sortirais entier. Les cris avaient cessé. C'était presque pire. Quand un homme arrête de crier, on sait que la douleur a trouvé une autre adresse. Elle s'est installée quelque part de plus profond, quelque part que la voix ne peut plus atteindre. Danny s'était tue environ 4 minutes avant que je ramasse ce couteau, et ce silence était si lourd qu'il assourdissait. Juste le vent qui tranchait sur la crête comme quelque chose de vivant, et le claquement lointain des armes légères qui se rapprochaient, et ma propre respiration, rauque et humide, qui embuait l'air devant mon visage, comme si j'étais déjà un fantôme. Je me souviens d'avoir regardé le couteau, vraiment regardé. C'était un Gerber, dotation standard. Je l'avais utilisé pour couper de la corde, ouvrir des rations, graver mes initiales dans un poteau en bois devant notre base, un mardi après-midi tranquille. Je n'avais jamais imaginé ce qu'il pourrait encore me demander. J'ai demandé quelque chose à Dieu à ce moment-là. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être je lui ai demandé de regarder ailleurs. J'ai besoin de vous ramener en arrière. Parce que si je commence par le couteau, vous allez penser que c'est une histoire de violence. Ce n'en est pas une. C'est une histoire d'amour. Le genre d'amour le plus brutal, sans romantisme, le plus humiliant dont les êtres humains sont capables. Celui qui n'a pas de poésie. Celui qui laisse des marques qui ne s'effacent pas. On était en zone depuis 7 mois quand c'est arrivé. Province de Helmand, 2009. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, imaginez la surface d'une autre planète. Sauf que cette planète essaie de vous tuer, et qu'elle essaie chaque jour depuis assez longtemps pour que ça commence à sembler normal. On ne sursaute plus aux explosions lointaines. On les catalogue. Trop près, pas assez proche pour compter. Ça, c'était un RPG. Ça, c'était un véhicule. Le cerveau se recable en quelque chose qu'on reconnaît à peine. Le paysage là-bas, Dieu ce paysage. Les gens imaginent l'Afghanistan tout désert, sable et chaleur. Mais Helmand en automne avancé, dans les hauteurs, c'est gris, d'un gris ancien et épuisé qui s'insinue dans tout, dans les rochers, dans le ciel, dans la peau. L'air sent la cordite et la poussière est quelque chose de plus vieux que les deux. Quelque chose de minéral et de froid qui se loge dans la gorge et y reste. Je peux le sentir maintenant si je ferme les yeux. 20 ans après, et je peux encore le sentir. Danny Kowalski avait été mon binôme pendant 4 de ces 7 mois. Mon ombre, ma deuxième paire de mains quand ça devenait difficile et que la nuit n'était pas assez longue pour soigner tous ceux qui en avaient besoin. Il était de Scranton, en Pennsylvanie, 24 ans. Bâti comme un homme qui avait grandi en faisant un vrai travail physique, parce que c'est exactement ce qu'il avait fait. Son père dirigeait une entreprise de paysagisme, et Danny soulevait des palettes de gazon et opérait des machines depuis l'âge de 13 ans. Il avait ses mains, de grandes mains marquées, attentionnées, des mains qui semblaient appartenir à un homme 2 fois son âge, mais qui se déplaçait avec une précision tranquille qui ne cessait pas de m'impressionner. Il parlait de sa fille en permanence, Maisie. Elle avait 3 ans à l'époque, et c'était apparemment la personne la plus drôle que Danny ait jamais rencontrée dans sa vie. Il me racontait des choses qu'elle disait, des choses qu'elle faisait, avec cette expression sur le visage de quelqu'un qui n'en revenait pas d'avoir autant de chance. Il sortait cette même photo, toujours la même, douce au bord à force d'être manipulée. Elle assise sur ses épaules dans une fête foraine,
ses petits poings pleins de ses cheveux, tous les deux la bouche grande ouverte en plein éclat de rire. Il regardait cette photo comme certains hommes regardent une boussole, comme si elle lui indiquait dans quelle direction pointait tout le reste. Il voulait rentrer et développer l'entreprise de son père. Il avait tout un plan. Paysagisme et entretien de jardin en été, déneigement en hiver, peut-être à terme de l'aménagement dur, terrasse, murs de soutènement. Il avait fait les calculs sur le matériel qu'il faudrait. Il m'en parlait parfois pendant les veilles de nuit, juste à voix basse, dans le noir, et j'écoutais et posais des questions. Parce qu'il y avait quelque chose dans sa certitude, dans la réalité de ses projets, qui faisait l'effet d'un médicament. Comme la preuve que le monde en dehors de cette planète grise existait encore et nous attendait pour revenir. C'était un bon infirmier de combat, patient, méthodique, intrépide d'une façon qui n'était pas de la bêtise. C'était le genre de courage qui vient du fait de placer autre chose au-dessus de sa propre survie. Ses blessés passaient en premier, toujours, sans négociation. Je l'aimais comme on aime un frère, comme on aime quelqu'un qu'on n'a pas choisi mais qu'on choisirait 1000 fois si on en avait la possibilité. La patrouille ce jour-là était censée être de routine, ce qui est une phrase qui, si vous avez jamais servi, vous retourne l'estomac dès qu'on l'entend. Parce que rien n'est jamais de routine. Et le mot lui-même est une sorte de présomption que le terrain entend et met de côté pour plus tard. 8 hommes. On progressait le long d'une crête pour vérifier un cache signalé à environ 3 kilomètres au nord-est de notre base. Le renseignement était considéré comme solide. L'itinéraire avait déjà été parcouru. La matinée avait ce calme trompeur qui parfois ne présage rien du tout, et parfois présage tout. On était à peut-être 500 mètres du cache quand le monde a explosé. La première rafale est venue des hauteurs au nord-est, puis presque simultanément de l'ouest, puis l'engin explosif, pas sous l'un d'entre nous, Dieu merci ou par chance ou par la combinaison des deux qui maintient un homme en vie, mais assez proche pour que l'onde de pression frappe comme une poussée physique d'une main géante invisible. Et le bruit n'était pas une détonation. C'était un remplacement. Il a remplacé tous les autres sons pendant environ 4 secondes. Et pendant ces 4 secondes, le monde n'était que lumière et pression, et la sensation d'être plus petit qu'on ne s'était jamais senti. Je suis tombé. Tout le monde est tombé. C'est ce que fait le souffle. Il retire au corps toute opinion sur le fait de rester debout. J'étais debout en 3 secondes. Réflexe. On est debout, on évalue, on se déplace. Le cerveau bascule dans un registre qui n'est plus tout à fait humain, plus tout à fait pensant, juste, faisant. Fonction pure. Le sergent Reeves ripostait déjà vers le nord-est. 2 autres étaient à couvert et engageaient la position ouest. J'ai fait un compte rapide, et il en manquait un. Et mon corps savait qui c'était avant que mon esprit ait rattrapé. Danny était 15 mètres en arrière sur le flanc. Il avait reçu le pire de la proximité du souffle. L'engin avait détonné à sa droite et légèrement derrière lui, et la fragmentation, je pouvais voir depuis ma position accroupie que sa jambe droite était mal, pas mal comme une blessure paraît mal, mal comme si la géométrie avait renoncé à elle. Mal comme si la jambe avait décidé d'exister à un angle que les jambes ne sont pas censées adopter. Il était conscient, il me regardait, il ne disait rien. Il me regardait juste avec ses yeux très calmes et très clairs, et ce calme me terrifiait davantage que des cris ne l'auraient fait. Je l'ai rejoint en courant bas, des impacts soulevant la terre quelque part derrière moi, le bruit du contact remplissant le monde. Je me suis glissé à côté de lui, et mes mains bougeaient déjà avant que j'aie pris la moindre décision consciente de les bouger. Le fémur était parti. Je ne veux pas dire fracturé. Je veux dire que la fracture ouverte avait propulsé l'os à travers la face latérale de la cuisse, et que la fragmentation avait fait du travail supplémentaire.
Et ce que je regardais c'était catastrophique. Le genre de blessure avec une horloge qui tourne dès l'instant où elle se produit. Il perdait du sang à un rythme que ma formation quantifiait immédiatement et que mon cœur refusait d'accepter. J'ai posé le garrot, haut et serré. Je lui ai crié de rester avec moi. Il a hoché la tête. Il a dit, calmement, comme si on discutait d'une question administrative, il a dit « Doc, je ne le sens plus ». Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'atteinte nerveuse, et sur le choc, et sur le temps qu'il me restait. J'ai appelé par radio. Parasite. J'ai rappelé. Plus de parasite. Puis un fragment de quelque chose qui aurait pu être une voix. Puis rien. La crête tuait notre signal. J'ai essayé 3 fois, et ces 3 tentatives m'ont coûté environ 45 secondes que je n'avais pas. Et à la 3e, j'ai compris que personne ne viendrait. Pas bientôt. Pas assez vite. Reeves criait quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le contact au nord-est s'intensifiait. La position ouest s'était tue. Mais le silence en situation tactique ne signifie pas résolu. Ça signifie repositionnement. La géométrie de la menace changeait, et probablement pas en notre faveur. J'ai regardé la jambe de Danny. J'ai regardé mon sac. J'ai regardé le garrot et ce qui se passait en dessous, qui même à tension maximale restait encore trop. Les dégâts tissulaires étaient trop étendus. La fragmentation avait trop travaillé la vascularisation. Le garrot achetait du temps, mais la jambe était déjà hors de portée. Ce pourquoi je me battais maintenant n'était pas la jambe, c'était l'homme. Il existe un terme médical, amputation de terrain. Il existe dans la doctrine, il existe dans les manuels de formation avec un langage clinique et précis, des procédures pas à pas qui ne ressemblent en rien à la réalité d'en pratiquer une dans la terre d'une crête hostile, avec une lumière qui baisse, les mains qui tremblent, et son meilleur ami qui vous regarde d'en bas avec ses yeux calmes et clairs qui vous font une confiance absolue. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé ensuite presque chaque jour pendant 20 ans. Je l'ai retourné dans mes mains comme une pierre, en examinant chaque surface, chaque angle, chaque point de décision, en me demandant s'il y avait autre chose, une autre option que j'avais manquée dans le bruit et la peur et la compression impossible du temps. Je ne le crois pas. Les tissus sous le garrot étaient trop gravement compromis. L'os était trop fragmenté, saillant, créant trop de risques de dommages vasculaires supplémentaires au moindre mouvement. Et on allait devoir bouger. Pas dans 20 minutes, pas dans 10. La situation exigeait un mouvement dans une fenêtre de temps qu'aucune maîtrise du saignement ne rendrait survivable, avec la jambe encore attachée et non sécurisée. J'avais aussi fait, dans la clarté que les urgences extrêmes vous imposent, le calcul que je détestais faire. On ne pouvait pas le porter efficacement dans ce terrain, avec cette blessure telle qu'elle était. La jambe, aussi détruite qu'elle était un facteur qui transformerait le déplacement en blessure fatale à lui seul. J'ai regardé Danny et je lui ai dit ce que je pensais. Pas tout, mais assez. Je lui ai dit que la jambe était perdue. Je lui ai dit ce que je devais faire. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il reste avec moi. Il a gardé le silence un long moment. Le feu continuait autour de nous. Le monde continuait de se désintégrer à ses coutures. Et Danny a regardé le ciel. Juste regardé, pendant environ 5 secondes. Et puis il m'a regardé et il a dit « Maisie a besoin de son père, Doc. Fais ce que tu as à faire. »
Je porterai ces mots pour le reste de ma vie. Je ne vais pas vous dérouler la procédure en détails techniques, et je ne vais pas non plus la minimiser, parce que les deux rendraient un mauvais service à ce que ce moment était vraiment. Ce que je vais vous dire, c'est la vérité de ce qu'il a été. Sensation et son et poids moral. J'ai administré ce que j'avais. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était de loin pas suffisant pour ce que j'allais faire, mais c'était ce que j'avais. Et je le lui ai donné, et j'ai attendu les 60 secondes que je pouvais me permettre d'attendre pour que ça agisse. Il a saisi mon avant-bras, fort, sans rien dire. Il l'a juste saisi, et je l'ai laissé faire, et j'ai mis mon autre main sur la sienne, et j'ai tenu. La lame était affûtée. Je la gardais affûtée. J'y étais religieux parce que c'est Danny qui me l'avait appris. Les bords tranchants sont une grâce, disait-il. Quand on doit couper quelque chose, une lame émoussée est une cruauté. Il me l'avait appris et je m'y accrochais. Les bords tranchants sont une grâce. Les sons, je ne vais pas les décrire en détail parce que certaines choses doivent rester entre un homme et le Dieu auquel il répond. Mais je vais vous dire ceci. Le plus difficile n'était pas l'acte physique. Le plus difficile, c'était de l'entendre. D'entendre les sons qu'il faisait, pas exactement des cris, quelque chose en dessous des cris, quelque chose de plus intérieur et de plus primitif que les cris, et de savoir que j'en étais la cause. Que mes mains, formées pour soigner, étaient l'instrument de cette souffrance particulière, même au service de sa survie. Je lui ai parlé tout le temps. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je sais que j'ai dit son nom. Je sais que j'ai parlé de Maisie. Je sais que je lui ai parlé de l'entreprise de paysagisme, du déneigement, des terrasses et des murs de soutènement. Comme si je pouvais le projeter dans cet avenir par la seule force des mots, pendant que mes mains faisaient dans le présent ce qu'elles devaient faire. Je parlais et je travaillais, et la lumière baissait, et le froid descendait pesamment de la crête, et quelque part en dessous de nous, Reeves et les autres créaient assez de bruit et de chaos pour nous acheter les minutes qu'il nous fallait. Ça a pris 11 minutes. Je le sais parce que je l'ai chronométré. Le temps est un outil clinique. On le chronomètre parce que ça vous ancre dans la réalité quand la réalité fait tout pour devenir irréelle. Quand c'était fini, quand j'avais fait ce que j'avais fait et traité la blessure du mieux que les conditions de terrain et une trousse de trauma permettaient, Danny était encore conscient. À peine. Le gris de son visage correspondait au gris de la montagne, mais ses yeux étaient encore ouverts et encore clairs. Et quand je me suis penché près de lui pour lui dire qu'on allait sortir d'ici, le coin de sa bouche a bougé. Pas tout à fait un sourire, mais l'intention d'un sourire. On s'est mis en mouvement. Les détails de l'extraction sont leur propre histoire, et plus longue que je n'ai de souffle ce soir. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on y est arrivé. Tous les 8. Danny a été évacué par hélicoptère dans les 2 heures suivant l'intervention, et il était en salle d'opération à Bastion dans les 5 heures. Et il était vivant. Il était vivant. Il l'est encore. Il vit à Scranton, en Pennsylvanie. Il dirige l'entreprise de paysagisme de son père, et le déneigement, et ils ont bien ajouté l'aménagement dur il y a quelques années. Les terrasses, les murs de soutènement. Il a une prothèse à laquelle il se réfère, avec l'humour noir particulier d'un homme qui en a gagné le droit, comme son upgrade en fibre de carbone. Maisie a 23 ans maintenant. Elle est en école d'infirmière. Il m'a appelé pour le 10e anniversaire, la première fois qu'on s'était parlé depuis environ 2 ans. On n'est pas doué pour le téléphone, ni l'un ni l'autre. On n'est pas doué pour jouer à l'amitié, disons. Elle existe, simplement,
Elle existe qu'on la reconnaisse ou non. Il a dit, il n'a pas dit merci, il savait mieux. Il a juste dit, je pense souvent à ce jour-là. Et j'ai dit, moi aussi. Et il y a eu un silence qui contenait tout ce que le langage ne peut pas contenir. Et puis on a parlé de football pendant 20 minutes. Et c'était suffisant. C'était exactement suffisant. Les gens me demandent parfois, généralement des jeunes, des gens qui ont lu quelque chose quelque part ou vu un film. Ils me demandent ce qu'on ressent à sauver une vie. Ils attendent quelque chose, un sentiment de puissance peut-être, un sens du devoir accompli. Je comprends pourquoi ils s'y attendent. C'est une attente raisonnable. Voilà ce que je sais. Quand on a fait ce qui devait être fait dans un moment comme celui-là, quand on a plongé les mains nues dans le pire moment de l'existence d'un autre être humain et qu'on l'a tiré du bord, ce qu'on ressent n'est pas du triomphe. Ce qu'on ressent n'est pas même du soulagement, pas vraiment. Ce qu'on ressent, c'est le poids entier et terrible de ce que ça signifie de prendre une décision qui n'appartient, en droit, à aucun être humain. On le ressent dans les mains surtout. Des années après, des décennies après, on est en train de faire quelque chose d'ordinaire. Faire la vaisselle, conduire quelque part, serrer la main de quelqu'un lors d'une occasion sociale. Et quelque chose dans la sensation remonte sans permission vers cette crête, vers ce froid, vers ce couteau, vers ces 11 minutes. L'esprit est remarquablement fidèle aux moments qu'il juge importants. Il les garde, il les entretient avec un soin que n'étendent pas aux anniversaires, aux dates ou aux noms des gens qu'on préférerait se rappeler. Jouer à Dieu semble puissant dans l'abstrait, dans le concret, dans le gris et le sang et la lumière insuffisante. Ça ne ressemble pas du tout à du pouvoir, ça ressemble à une dette qu'on ne peut pas solder parce qu'il n'y a personne à qui la solder. On la porte simplement. On se lève le matin et on la porte, et on construit une vie autour de ce portage. Et les bons jours, le poids est presque invisible, et les autres jours, on en sent chaque gramme. Danny Kowalski est vivant, il a sa fille, il a son entreprise, il a son upgrade en fibre de carbone et son humour noir et la photo, que j'espère qu'il a toujours, douce et usée au bord à force d'être tenue. Voilà le compte-rendu, voilà le grand livre. Si les comptes sont équilibrés, je vous laisse en décider.